Fond de Latte. En 2020, dans l'Ain, François Ribé rencontre par hasard une femme qu'il ne connaît pas et qui est en train de cueillir des champignons. Elle s'appelle Muriel Roche. Il s'approche d'elle et il l'égorge. Pourquoi ? François Ribé est un taiseux qui n'a jamais fait parler de lui auparavant. Aux gendarmes, il ne donne aucun mobile de son passage à l'acte. Mais personne n'est dupe. Le mobile est à chercher du côté de sa frustration sexuelle. Ouvrons ensemble la cote B du dossier d'instruction de François Ribé. Europe 1, Christophe Fond de Latte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. On de Latte raconte. Cote B sur Europe 1. En octobre 2020, dans la forêt de Salavre, dans l'Ain, au lieu dit La Prairie, les gendarmes découvrent le cadavre de Muriel Roche, 52 ans. Son corps est à peine dissimulé sous des branchages. Elle a été égorgée. Les gendarmes ratissent les alentours et visionnent les vidéos des rares caméras de surveillance du village. Rien. Pas le début d'un fil à tirer. Aucune piste. Quelques jours plus tard, les gendarmes font appel aux experts psychologues du DSC, le département des sciences du comportement. Autrement dit, les profileurs de la gendarmerie. J'adore mon métier. Chef d'escadron Audrey Renard, département des sciences du comportement de la gendarmerie. Il se trouve que moi, je suis spécialisée dans le comportement criminel, mais c'est toujours intéressant de savoir à quel moment on dérape, en fait, à quel moment on change de cap dans ce qui aurait pu, ce qui pourrait être une relation à peu près normale, dégénère totalement en homicide, en agression, et là, en l'occurrence, en homicide sexuel. Il y a vraiment un acharnement, une décharge émotionnelle au niveau du visage et du crâne qui ont provoqué des grosses lésions, en fait, qui ont probablement mis Madame Roche dans l'incapacité totale de réagir. Et puis, il y a cet égorgement, puisqu'elle a été égorgée de façon assez nette. Donc on suppose, ça c'est les légistes qui nous le disent, qu'elle ne bougeait plus au moment où elle a été égorgée, parce que probablement déjà bien assommée par les coups qu'elle avait pris préalablement à la face. On est totalement à la recherche de l'auteur et ça fait 6 jours que les faits se sont produits. On est face à une victime dont l'histoire ne permet pas tout de suite d'avoir un nombre de suspects important. C'était pas une victime à risque, comme on dit nous dans notre jargon. C'est-à-dire que vraiment, elle avait une victimologie assez lisse. Personne ne lui en voulait a priori. Pourquoi cette femme a-t-elle été tuée de manière aussi violente ? Notre boulot, c'est d'aider les enquêteurs, c'est d'aider à comprendre le passage à l'acte. Nous, on n'est pas là pour faire des investigations telles que les enquêteurs le font, par exemple dans le cadre de la téléphonie, des flux bancaires. On est dans un domaine beaucoup plus psychologique, psychocriminologique, et donc on va avoir un regard un petit peu différent que de celui des enquêteurs, mais qui va être complémentaire.
On se déplace systématiquement sur les scènes de crime. Ça permet quand même d'entrevoir la dynamique spatio-temporelle des faits. Donc comment on accède à ce lieu-là, qui peut accéder à ce lieu-là, pourquoi on vient dans ce lieu-là. C'est des questions qui sont intéressantes pour savoir comment s'est faite la rencontre entre l'auteur et la victime. Et on va analyser tout ce qu'on peut déterminer de la chronologie du passage à l'acte. À partir du moment où la victime rencontre son agresseur jusqu'à ce qu'il la tue et qu'il la dépose à l'endroit où on va la retrouver. En fait, il y a tout un cheminement du lieu où elle gare sa voiture jusqu'au lieu où elle sera retrouvée. Et puis après, on a toute l'analyse du positionnement du corps, comment il a été laissé par l'auteur et qu'est-ce que cela peut signifier de son intention et de sa motivation. En l'espèce, Madame Roche, elle a été laissée dans un sous-bois, elle a été partiellement dénudée. Son pantalon et sa culotte sont baissés. Elle portait un gilet et une brassière qui ont été également soulevés. Elle est recouverte d'un certain nombre de branchages qui ont été cassés. Il y a une tentative de dissimulation qui est quand même assez sommaire, parce qu'elle est quand même plutôt visible, même si elle n'est pas vraiment visible de la route. Il ne va pas falloir des heures pour la retrouver non plus. Madame Roche, elle va garer sa voiture pour aller chercher des champignons dans cet endroit. Elle se rendra dans ce lieu qu'elle connaît assez peu parce que l'enquête montrera qu'elle n'est venue que 2 fois par le passé. Et en plus de cela, personne ne pouvait savoir qu'elle se rendrait dans ce lieu ce jour-là. C'était absolument pas prévu. Elle ne l'a dit à personne. Elle y est allée sur sa pause déjeuner. À proximité de sa voiture se trouve le sac qu'elle prenait pour aller aux champignons. Un sac qui est vide. Et donc, on se rend compte assez rapidement qu'elle perdra ce sac dans probablement ce qui sera une course dans laquelle elle tentera probablement d'échapper à son agresseur, qui peut être la surprise assez rapidement quand elle est arrivée sur place. Et d'ailleurs, il suffira de poursuivre un petit peu le chemin qui nous indiquera des traces de sang assez rapidement, avec une boucle d'oreille qu'elle perdra et avec un certain nombre de coups qui lui seront portés à ce moment-là, des coups qui laisseront des traces ensanglantées. Donc on a une attaque qui est quand même assez rapide, qui est assez immédiate par rapport au lieu de stationnement de son véhicule. Ce qu'on va pouvoir déterminer dans ce dossier, c'est que très probablement l'individu est déjà présent sur les lieux avant l'arrivée de Madame Roche, qu'il ne l'attend pas nécessairement. Chef d'escadron Audrey Renard, département des sciences du comportement de la gendarmerie. C'est-à-dire qu'encore une fois, Madame Roche, personne ne pouvait savoir qu'elle se rendrait dans ce lieu-là. Donc cet homme n'attend pas particulièrement Madame Roche. Il se trouve qu'il est là et qu'il la voit arriver et qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose. Et il se passe quelque chose qui est assez rapide. Nous, ce qu'on a pu décrire, c'est ce qu'on appelle une attaque éclair. Plus rapide est l'attaque, moins il y a d'interaction de l'auteur avec la victime. Et ça peut nous donner des indications sur les habiletés de l'individu à parler, à charmer, à ruser. Si l'auteur n'use pas de ces habiletés-là, c'est probablement qu'il ne les a pas. Un crime d'opportunité avec un individu qui probablement
Vu la désorganisation, le manque de préparation, le tâtonnement dans les choses qui sont, dans les actes qui sont réalisés, on peut se poser la question des antécédents judiciaires, par exemple. On peut supposer qu'il n'en a pas nécessairement, pas d'antécédents d'homicide ou d'agression sexuelle. Après, ce que nous on a pu déterminer, par contre, c'est qu'il était probablement dans une colère déjà quand il est arrivé sur les lieux, avant même de rencontrer Madame Roche. Probablement qu'il était dans un sentiment de colère, pour une raison évidemment qu'on ignore. Mais quand Madame Roche est arrivée, il a dû se passer quelque chose dans une interaction qui a dégénéré immédiatement. Et ça peut être intéressant à savoir, parce que nous, dans notre travail, on peut utiliser ce qu'on appelle des typologies. En gros, au regard de ce qu'on a sur une scène de crime, on va déterminer, on va avoir des grandes lignes sur un type d'individu qui peut commettre ce passage à l'acte. Il y a ce qu'on appelle les homicides sexuels de type colérique. Et il se trouve que dans ce cas-là, on est dans cette dimension-là. On va pouvoir donner des indications sur un individu qui est plutôt jeune. On a estimé son âge à moins de 30 ans, qui est sans doute sans antécédents judiciaires ou judiciarisé. Ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais fait quoi que ce soit. C'est juste que peut-être ça n'a jamais été judiciarisé. Par contre, c'est quelqu'un qui a quand même du mal à gérer sa colère et qui peut être extrêmement violent par ailleurs. Donc il a pu avoir des antécédents de violence dans sa vie personnelle. C'est un individu qui a peu d'habileté sociale. Donc dans ce sens, il est probable qu'il ait un emploi de faible ou de moyenne qualification. C'est quelqu'un qui connaît les lieux, c'est quelqu'un qui a l'habitude de se rendre dans ce lieu-là. Donc ça peut être intéressant peut-être de surveiller les lieux parce qu'il peut y revenir. Peut-être et sans doute habite-t-il à proximité de ce lieu-là, ou en tous les cas où il peut y travailler. Donc c'est quelqu'un qui est quand même dans l'environnement. C'est pas quelqu'un de passage qui a fait 200 km pour venir jusque-là. Non, c'est vraiment quelqu'un du coin. C'est quelqu'un qui a la possibilité en pleine journée de revenir chez lui ensanglanté. Donc c'est quelqu'un qui soit vit seul, soit peut-être vit avec quelqu'un, mais avec quelqu'un qui n'est pas là en journée en tous les cas. Après 2 mois et demi d'enquête, les gendarmes interpellent François Ribé. Son profil colle parfaitement au portrait réalisé par les profileurs de la gendarmerie. Il a 29 ans, il est chasseur et il travaille dans un abattoir tout proche du bois où le cadavre a été retrouvé. Son arrestation surprend tout le village. Il était solitaire, taiseux, mais les gens l'aimaient bien. En garde à vue, il reconnaît le minimum. En fait, ce matin-là, j'en pouvais plus, quoi. Mon chef, il m'a saoulé, il s'est me critiquer. Alors j'ai quitté mon boulot, je voulais aller à la pêche. J'écoutais à fond du métal sur la route, et puis... cette femme s'est garée de la rate devant moi. Elle m'a rien dit. Mais j'ai pas aimé que sa voiture me colle, vous voyez. J'ai pas supporté. Alors je me suis jeté sur elle. Je sais pas pourquoi. Je me souviens pas, en fait. Monsieur, c'est un premier pas. Cet aveu. Mais comprenez que ça n'est pas suffisant pour nous. Pourquoi est-ce que vous avez tué Madame Roche? L'avez-vous violée? Moi, je sais pas ce qui m'a pris. C'est le trou noir, je vous dis. Mais je l'ai pas violée, ça j'en suis sûr.
Je le rencontre au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, où par leur avocat, comme d'habitude. Hélène Dubost, experte psychologue. Je vois arriver un jeune homme, une trentaine d'années, avec, il faut bien le dire, une stature de rugbyman, 1m83 pour plus de 130 kilos, 132, 133 kilos, donc un beau bébé, habillé correctement, proprement, de manière adaptée à l'environnement carcéral, calme, respectueux, il s'installe, je me présente, je lui dis qui je suis, ce que je viens faire là, il comprend les enjeux de la rencontre, de l'examen. Je lui lis les questions, il comprend pas tout, je lui explique un petit peu, parce qu'il a des difficultés un petit peu de compréhension. Et puis, je lui explique, je lui déploie comment va se dérouler l'examen. Je lui fais passer un test de personnalité, et on retrace son parcours, les éléments biographiques, son parcours familial, scolaire, ses centres d'intérêt, enfin, tout ce qui me permet de faire connaissance avec lui. Donc, ça se passe pendant 3 heures et quelques, calmement. On de la raconte, Côte B, la suite de votre épisode. Code B6, expertise psychologique d'Hélène Dubost. François Ribé est né le 24 décembre 1990. Il est le dernier d'une fratrie de 4. Sa mère est à la retraite depuis bientôt 3 ans. Elle a été chauffeuse scolaire, comme il dit. Il la qualifie de douce, ferme. Si on faisait des bêtises, on était puni. Si on était sage, elle nous récompensait. De son père, il dit qu'il était boueur. Il le décrit comme quelqu'un de plus strict. François Ribé dit « Il n'acceptait pas qu'on fasse des bêtises. Il était sévère. » Il faut reconnaître qu'il était quand même relativement proche de sa mère. Il était dans une relation de proximité à sa mère. Et il aura cette phrase « Elle est derrière moi, elle me soutient, elle est avec moi, elle veut pas m'abandonner. » Voilà. Alors, que partageait-il avec sa mère? Ils regardaient des vieux films, ils écoutaient des vieilles musiques. Enfin, de la musique et des films de l'époque de sa mère. Et elle lui apprenait à faire la cuisine. Au plan de sa vie sociale, de sa vie amicale, il est peut-être un peu en retrait, peut-être un peu fermé. C'est pas facile pour lui de parler, de s'exprimer. Il n'est pas complètement à l'aise. Il n'est pas non plus complètement démuni, mais il n'est pas complètement à l'aise. Et il connaît des gens. Il a quelques copains, mais pas beaucoup. C'est surtout quelqu'un qui reste beaucoup dans le huis clos familial. Il aide son père à bricoler, il va à la chasse, à la pêche avec lui, ses frères. Code B6, expertise psychologique d'Hélène Dubost. François Ribé a été en CM2 à Bourg-en-Bresse et il nous dit « J'étais en classe en partie pour handicapés et dans une autre classe normale, c'est une sorte de CLIS. » François Ribé a poursuivi sa scolarité en CLIS. Il termine l'école à 17 ans avec un CAP en production animale et utilisation du matériel agricole. C'est quelqu'un qui présente une déficience légère, quand même. Par exemple, je lui ai demandé de lire un petit paragraphe. Il lit avec difficulté, il a du mal. L'écriture, pareil, est hésitante. Je lui demande s'il veut faire les 4 opérations. Il me dit non, je sais pas faire. Donc, on voit bien quand même qu'il est en difficulté. Alors, il est ensuite entré dans la vie professionnelle, malgré tout. D'abord en intérim, dans la plasturgie, 1 an et demi. Puis après, il a eu un autre contrat dans une autre entreprise, toujours dans la plasturgie. Et puis ensuite, il a fait des petits boulots, comme il dit, à gauche, à droite, jusqu'à qu'il trouve cet emploi qu'il occupait au moment de son arrestation dans un abattoir de poulets.
Je lui ai demandé de me parler concrètement de ce qu'il fait tous les jours. Alors, il explique, moi j'étais à l'abattage, on tue les poulets par électronarcose, on les tue à l'électricité, on les met dans un bac d'eau, on les électrifie, mais avant, on les accroche sur une chaîne, ils passent dans le bac d'eau pour être assommés avec le bac électrique et ensuite on les saigne avec un ciseau. Il y a une plaque anti-stress et moi je m'occupe du saignage. Comme elles sont inconscientes, je vérifie, je les saigne, on ouvre la bouche et on coupe au fond de la gorge. Il m'expliquait un petit peu ce qu'il ressentait. Alors c'est assez pauvre, ces explications, comme d'habitude. Il dit « j'aime pas trop mais c'est le boulot. Je trouvais rien à côté. Être enfermé, c'est pas ce que j'aime le plus. » Je lui demande sa relation avec sa hiérarchie, parce que c'est intéressant de voir quel rapport il peut entretenir avec ses collègues ou ses supérieurs hiérarchiques. C'était un peu compliqué, dit-il. Un était tout le temps derrière moi. Vous voyez, un peu comme sa mère, comme ce qu'il a dit de sa mère précédemment. J'ai même fait une dépression à cause de lui. Alors c'est toujours à cause de l'autre. Il a beaucoup de mal à s'emparer de ce qu'il vit. Je me suis mis en arrêt 2 mois. Il a une impression de servir de bouche-trou. Je me faisais engueuler, alors que c'était les autres qui faisaient des bourdes. Vous voyez, il y a quand même une espèce de sentiment, je dirais pas de persécution parce que ce serait trop fort, mais une espèce de sensitivité comme ça qu'il ressent dans ses relations. Mais enfin, bon an mal an, il est depuis une dizaine d'années dans cette usine d'abattage de poulets. Code B6. Expertise psychologique d'Hélène Dubost. Au plan de sa vie sentimentale, François Ribé dit avoir connu ses premiers flirts vers 12-13 ans et ses premières relations intimes à 22 ans, toujours avec des femmes. Il évoquera 3 relations. Alors au plan de sa vie intime, de sa vie sexuelle, là c'est le grand silence. Il n'a rien dit, n'a rien voulu en dire, du moins réfléchir sur ce point-là. C'est très pauvre ce qu'il dit. Il ne s'en tient qu'aux relations factuelles avec ses ex-compagnes, ses ex-petites amies, le prénom, l'âge, en gros là où elle travaillait. Et il ne dit rien de la relation parce que j'imagine que c'était sans doute effectivement très pauvre entre eux. Monsieur Ribé, avant cette affaire, aviez-vous eu des problèmes avec la justice? Oui. Un jour, j'ai été à une bagarre avec 2 personnes. Et c'est moi qui les ai séparés. Une autre fois, j'ai eu un problème avec une ex. J'étais jaloux de son copain. Je lui ai fait des menaces de mort. Je lui avais dit que je le tuerais. Bon, ça n'a pas été plus loin que ça. On voit bien que la question de la violence, chez lui, vient susciter de la violence. En réponse, un peu sur le mode de la loi du talion. On voit bien que les ressources psychiques manquent, que les capacités d'introspection, les capacités d'élaboration psychique manquent. Bon, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, on en discute. Lui, il n'a pas ces capacités-là. Donc on voit bien quand même qu'il y a une fragilité à cet endroit qui vient faire écho à ce qui se passera par la suite lors des faits. Alors, il est permis d'émettre l'hypothèse que la cible choisie, une femme, a pu lui paraître moins anxiogène, moins effrayante qu'un homme qu'il ne serait pas venu affronter et qu'il n'a jamais affronté dans sa vie, le père, les chefs, les copains. Il râle un peu, mais pas plus que ça, qu'il fuit. Mais en même temps, c'est sans doute cette femme-là est sans doute le refus
la frustration du refus de la victime a pu susciter chez lui quelque chose qui était en germe, une colère qui était en germe depuis de longue date, qui a pu ainsi exploser. Il ne peut non plus dire pourquoi il a manifesté un tel déferlement de violence meurtrière à l'encontre de la victime. Il peut pas dire. Il se rappelle d'ailleurs pas très bien. Il se rappelle un peu l'avoir traîné, avoir coupé des branches pour cacher le corps. Donc cette cible qu'il ne connaissait pas, qui a croisé son chemin et à laquelle son meurtre n'était sans doute pas destiné au plan inconscient. J'ai aussi fait le lien avec l'égorgement et les coups de bâton constatés sur cette victime, qui viennent faire écho pour moi à la répétition mécanique de son travail, où il égorge des poulets toute la journée, enfin toute la matinée, ce qu'il réalise quotidiennement dans son travail de saignement et d'égorgement des volailles, dans une forme d'automatisme de l'acte, mais aussi de banalisation, de confusion-collusion humain-animal sur la question de la mort, chez un sujet ayant peu de capacité de mentalisation et de gestion verbale de ces conflits internes qui apparaissent particulièrement sclérosés. Trois ans après l'égorgement de Muriel Roche, François Ribé comparaît devant la cour d'assises de l'Ain. Il a reconnu le meurtre de Muriel Roche, mais il n'a pas pu expliquer son mobile. Le juge d'instruction et des gendarmes penchent pour un mobile sexuel, mais lui n'a rien lâché. Bonjour madame, je vous remercie de venir témoigner devant la cour d'assises. Pourriez-vous s'il vous plaît décliner votre identité? Oui, bien entendu. Chef d'escadron Audrey Renard. Je suis domicilié à Paris. Vous n'avez aucun lien de parenté avec la victime ou avec l'accusé? Non, aucun, monsieur le président. Madame, François Ribé a reconnu le meurtre de madame Roche, mais il n'a pas expliqué ses motivations. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point? La motivation, c'est le moteur sous-jacent qui va vous faire passer à l'acte. C'est qu'est-ce qui vous motive intérieurement à passer à l'acte. Là, on est dans une problématique sexuelle. Il n'y a pas de doute là-dessus. En fait, quand vous avez une victime que vous retrouvez à moitié nue, en fait, il y a des chercheurs spécialistes en meurtriers sexuels qui ont écrit des choses à ce sujet et sur lesquelles nous, on base aussi nos analyses. Donc, en fait, il y a quand même des choses qui caractérisent l'homicide sexuel. Et le déshabillage partiel d'une victime en fait partie. En plus, il se trouve que Madame Roche a été retrouvée, elle était face contre le sol, avec les organes génitaux qui étaient quand même à la vue, en fait, il y a une forme d'exposition. Madame, je suis l'avocate de monsieur Ribé. J'entends que vous disiez à la cour que les motivations de monsieur Ribé étaient sexuelles. Mais sur quoi vous basez-vous donc? Il n'a rien dit de tel. Et puis le légiste n'a constaté aucune lésion sexuelle sur madame Roche, ni aucune trace de sperme de monsieur Ribé. Si on n'a pas les stigmates d'une agression sexuelle, il peut y avoir plusieurs raisons à cela, en fait. La première, c'est que déjà Madame Roche, elle était totalement assommée et donc elle était dans l'incapacité de réagir. Donc il peut y avoir une relation sexuelle sans qu'on ait les stigmates d'un viol parce que en fait elle s'est laissée faire parce qu'elle était assommée. Ça peut être aussi parce que l'individu a tenté de le faire mais qu'il n'en a pas eu la possibilité ou la capacité. La motivation sexuelle, elle est clairement là. Et effectivement, c'est quelque chose que M. Ribé n'a pas dit lors de sa garde à vue. Il est passé aux aveux en disant que c'était lui qui avait tué Madame Roche, mais il n'a pas expliqué la motivation.
Maître Obino, c'est à votre tour d'interroger votre client, Monsieur Ribet. Je vous remercie, Monsieur le Président. Avant toute chose, je prierai la famille de Muriel Roche de quitter la salle. Je pense que le moment qui va suivre peut être pénible pour eux. Maintenant, Monsieur Ribet, je vous suis depuis un long moment. Je crois que vous êtes prêt à donner des explications à cette cour. Que s'est-il passé ce 20 octobre 2020 ? Muriel Roche, elle est arrivée sur le parking des pêcheurs et je lui ai demandé de sortir avec moi. Elle m'a repoussé. Elle m'a dit qu'elle pourrait être ma mère. Et en plus qu'elle était mariée. Moi, je lui ai répondu, ça me gêne pas. Et là, il s'est mis à me gifler. Et à courir. C'est un grand pas, Monsieur Ribet, que vous venez de faire en direction de la famille de Muriel Roche. Pourquoi maintenant ? Ma famille, elle m'aime pas. Elle a toujours été là pour moi. Je pouvais pas avouer par rapport à eux. C'est trop lourd de leur dire que j'étais un meurtrier. J'avais trop peur de les décevoir. Donc, on peut facilement imaginer qu'il y avait là aussi, sur ce plan affectif et libidinal, une accumulation de frustration qui, au décours de la rencontre fortuite avec cette victime, à laquelle il aurait demandé une relation sexuelle, elle lui répondant peut-être je pourrais être votre mère. Là, je pense qu'il y a eu un court-circuit psychique chez lui, psycho-affectif, une confusion, une collusion. Je pense que tout s'est mélangé et que c'est une hypothèse encore une fois, que se mettre en scène serait venu le submerger, une espèce de libido frustré qui serait venu faire ressurgir chez lui une problématique oedipienne, pas du tout réglée, parce qu'il est, encore une fois, très proche de sa maman. On ne critique pas sa maman. Donc, voilà, je pourrais être votre mère. Alors là, ça a dû, chez lui, je ne sais pas bien ce qui s'est passé dans sa tête et personne ne le saura, même lui, à mon avis. Je pense qu'il y a eu une sorte de court-circuit à ce moment-là, qu'il n'a plus pu contenir psychiquement, parce qu'il n'en a pas les moyens. Il n'a pas suffisamment de capacité d'élaboration et il passe à l'acte pour se libérer et pour résoudre son problème. L'avocate générale estime dans son réquisitoire que François Ribet reste dangereux pour la société. Elle demande donc la peine maximum, 30 ans de réclusion criminelle. Maître Dino, vous avez la parole pour la défense de François Ribet. Mesdames et messieurs les jurés, je vous en conjure, ne laissez pas la peur être le 7e juré de cette cour. Madame l'avocate générale a requis une peine extrêmement lourde par rapport à un crime qui n'a rien de sadique. Si monsieur Ribet ne se souvient pas de tout, s'il ne parle pas de l'égorgement, c'est parce que son inconscient le court-circuite. Ce mécanisme le protège. Il ne peut pas affronter ce geste. Sans cette protection, il s'effondre. Quand vous délibérerez, je vous demande aussi de tenir compte de l'évolution de M. Ribet. En prison, il a choisi de se soigner. Le directeur le décrit comme un détenu exemplaire et respectueux. Monsieur Ribet est donc capable de comprendre la sanction que vous lui infligerez. Ça, c'est rassurant pour l'avenir. La cour d'assises de l'Ain condamne François Ribet à la peine maximale pour meurtre, 30 années de réclusion criminelle. Il accepte le verdict. Il ne fait pas appel. Ainsi se termine ce numéro de Honte de la Traconte, Code B,
donc dans sa version psy. Le rédacteur en chef, on est Guillaume Maury. La réalisation est de Mathieu Fret. Retrouvez On de la raconte Code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast.